J'ai voulu juste d'abord commencer à expliquer la vidéo que j'ai jouée pendant le temps que vous êtes arrivé. Euh, en fait, mais d'abord, je suis Stephen Schofield, je suis un artiste canadien et je travaille beaucoup avec les étudiants que j'enseigne. Très souvent, en fait, j'embauche des étudiants comme assistants dans l'atelier. En fait, je me sens très privilégié de pouvoir enseigner dans une école d'art à Montréal où il y a vraiment une culture matérielle assez forte. La section sculpture qui inclut en fait céramique. À l'UQAM, où j'enseigne, l'Université du Québec à Montréal, a eu toujours un nom de professeur qui était vraiment dédié à l'idée de travailler avec des matériaux. Et c'est quand même un plaisir de trouver vraiment la place où on se sent à l'aise. Et c'est en fait l'école avec laquelle je me sens le plus à l'aise, où j'enseigne actuellement. Donc, la vidéo de Pascal Gérardin, c'est un peu curieux en fait, mais peut-être vous allez reconnaître les sons pour ceux qui ont déjà délayé l'argile. La vidéo était, en fait, elle cherchait des micro-événements autour de son travail de céramiste. Donc, les sons que vous avez entendus, c'était simplement le son de l'argile qui est délayé par l'eau. Et elle avait fait d'autres pièces où elle avait simplement regardé les traces de l'argile quand elle pétrit de l'argile sur du canevas, ou le son qu'il y a quand elle fait le pétrissage. Donc, en fait, tout était... en fait, toutes les vidéos qu'elle a faites depuis 2 ans portent sur la céramique, mais curieusement, la céramique n'est pas là. C'est là comme sujet, mais pas comme objet. Vous allez voir dans les images que je vous montre d'autres étudiants ici et là. Je ne peux pas les nommer tous, mais vous allez voir que souvent dans mon travail, l'idée d'une membrane est très importante. Je travaille beaucoup de différents matériaux à différentes échelles. J'ai fait une sélection d'un certain nombre de projets d'art public que j'ai fait. Il y a certaines œuvres qui sont faites avec le tissu. Je vais en parler plus. Mais il y a aussi d'autres pièces qui sont vraiment ancrées dans un travail de céramique, mais aussi le bronze et l'aluminium. Je travaille largement en sculpture, mais j'ai quand même une pratique de dessin qui est très importante. Le dessin, pour moi, n'est pas quelque chose qui est préparatoire pour la sculpture. Le dessin, c'est vraiment quelque chose que, comment je peux dire, le dessin, souvent, je fais des dessins pour faire des choses que je ne peux pas faire en sculpture et je fais des sculptures pour faire des choses que je ne peux pas faire en dessin. Ce n'est pas le dessin comme je commence avec un dessin comme une forme de préfiguration, c'est vraiment quelque chose qui est parallèle et un genre de compensation entre l'un et l'autre. Je fais aussi parfois des performances et la première performance que je veux vous montrer date de 1989. À Montréal, il y avait plusieurs, ce qu'on appelait à l'époque des galeries parallèles. Maintenant, ils sont appelés plus des centres autogérés. Le Canada a une particularité. D'abord, on a eu un Conseil des arts qui était très généreux envers les artistes et soutenu vraiment des actions d'artistes. Et une des particularités de l'art contemporain au Canada, c'est justement cette idée que les artistes ont décidé de porter plusieurs chapeaux eux-mêmes. Ils ont monté des galeries, ils ont fait les commissariats des expositions, ils ont organisé des colloques. C'était vraiment quelque chose de très, très direct. Largement, il faut quand même garder en tête que nous sommes un relativement jeune pays, comparativement à la France, par exemple. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, l'idée que les artistes peuvent décider d'écrire des textes critiques, organiser des expos, était quand même quelque chose de très, très ancré et une action qui a commencé assez tôt.
certainement pour moi, parce qu'en fait, j'étais toujours étudiant quand j'ai organisé avec un groupe d'autres étudiants une galerie, comme j'ai dit, on a appelé ça une galerie parleuse, articule, et cette galerie existe encore, il y a encore des expositions, bon, ça a changé avec des générations dans le monde de l'art, ça change vite, mais une autre galerie qui était véhiculaire avait eu l'idée de faire une série de... En fait, ils ont eu un poste de télévision, un vrai poste de télévision. C'était le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir. Et on peut ouvrir la télévision comme pour regarder Radio-Canada ou on peut changer le poste le soir et voir pendant en boucle une vidéo d'un artiste. Et moi j'étais toute jeune et j'étais invité de faire une de ces soirées. Et ce que j'avais proposé, c'était ça. C'était Anne's Dream. C'était une grande feuille de papier que j'avais suspendue dans un atelier. Aussi, ça c'est peut-être une particularité de Montréal. Il y a des grands ateliers parce qu'il y avait beaucoup d'usines qui étaient construites d'abord dans le centre-ville et ensuite ils sont déplacés plus vers les banlieues. Donc, ça faisait des espaces vides. Donc, dans cet atelier, il y a une grande feuille de papier calque suspendue et une colonne au milieu. Il y a une corde autour de cette colonne. Et j'ai demandé à une amie, en fait, Anne Lyons, une très grande amie à moi, de prendre une paire de ciseaux et elle était simplement s'éloigner de cette colonne. En tournant, en s'éloignant de colonne, elle dessinait en fait une spirale. Elle faisait le tour plusieurs fois dans l'atelier et chaque fois, elle coupait une laisse de papier qui tombait. La vidéo était organisée pour que la vidéo qui était en bas de l'écran, en bas de la feuille de papier, suivait toujours le papier qui tombait. Donc, la seule chose qu'on voyait dans l'écran en bas, c'était du papier qui tombe, mais toujours d'un autre angle. La vidéo qui était en haut était fixée toujours sur le colonne au centre. Donc, elle rentrait et sortait du champ. Donc, en fait, l'un était présenté par-dessus l'autre sur la télévision. Et si je parle de ça, c'est 89, ça fait assez longtemps, mais il y a 3 ans, ils ont trouvé dans les archives de véhiculaires les bandes originales. Ils ont dit, ils n'ont pas été bien conservés, probablement vous allez perdre toutes les choses, mais en fait, non. On avait perdu seulement quelque chose comme 90 secondes dans toute la séquence. C'est maintenant en forme numérique, que Dieu sait combien de temps ça va durer, mais en tout cas, maintenant c'est transféré et l'année prochaine, nous allons représenter en fait la vidéo dans son format original. Donc, à la fin, peut-être c'est assez évident que ça fait référence à ce jeu d'enfants, ciseaux, papier, roche. Donc, en fait, elle a trouvé 2 pierres à la fin de son parcours, elle cassait les ciseaux. Donc, avec les ciseaux, elle avait coupé le papier. Avec le papier, les roches étaient couvertes et les 2 pierres ont cassé les ciseaux. Donc, il y a aussi, j'ai eu aussi un parcours en France. Je n'ai pas parlé des expositions que j'ai faites, mais peut-être je vais en parler un peu au fur et à mesure. Mais j'avais présenté à Paris un groupe de pièces que j'avais faites quand je vivais à New York. C'était des pièces qui étaient faites avec des gants de néoprène. Comme beaucoup de Canadiens, j'étais fasciné par New York. Montréal est la ville canadienne qui est le plus près de New York. Et j'ai eu en fait une résidence à PS1 à l'époque où ils avaient des résidences d'artistes. J'ai décidé de rester. D'abord, j'étais invité d'être artiste invité dans une école à Rutgers University et j'ai resté plus longtemps, travaillé illégalement à New York. Je faisais de la peinture et j'utilisais en fait ces grands gants pour faire du travail de métal, par exemple, les surfaces de métal. C'était des gants de néoprène qui étaient un caoutchouc synthétique. C'était aussi à l'époque à New York quand
il y avait la crise du sida à New York et le maire de New York refusait toute publicité sur le comportement plus sécuritaire, l'utilisation de condoms, etc. C'était vraiment défendu. Donc, en fait, il y avait un groupe d'artistes qui se sont réunis, ACT UP. Ils ont organisé des expos et aussi des manifestations. Dans une de ces expositions, j'ai présenté cette série de 4 gants parce que j'ai trouvé d'abord c'était beau, sexy. J'aimais beaucoup aussi la correspondance entre différentes parties du corps. Déjà, vous avez dû remarquer dans les premières 2 choses, je vous ai montré que l'idée d'une membrane est très présente. La membrane avec les feuilles de papier et la membrane aussi avec un gant qui est à la fois la représentation d'une main et aussi le prophylactique d'une main qui est un gant. Donc, il y a certainement aussi les possibilités avec des gants de faire rentrer les doigts, rencontrer les doigts. Il me semble que c'était assez facile de trouver toutes sortes d'orifices de l'être humain, homme ou femme, dans ces ensembles. Donc, je ne vous montre pas toutes les pièces que j'ai faites, mais juste les 4 premières pièces que j'ai faites dans cette exposition. Mais c'était quelque chose qui, curieusement pour moi, était très près de mon expérience de travailler avec l'argile, parce que j'avais commencé à travailler avec l'argile avant tout. Et pendant mes études à Concordia University, j'ai travaillé très longtemps avec l'argile et une fois que j'étais à New York, je n'avais pas accès à un four. Donc, c'était quand j'ai commencé à travailler avec d'autres matériaux qui me permettaient de penser en fait cette idée d'une membrane. Membrane, c'est assez évident quand on tourne une pièce sur un tour, mais aussi quand on travaille dans le modelage en fait de l'argile, très souvent on peut travailler de l'intérieur vers l'extérieur, ce que j'ai voulu faire. Mais avant de faire ça, encore quand je vivais à New York, j'étais frappé par le nombre de personnes qui vivaient dans les rues et parfois j'étais étonné comment je pouvais m'apprendre en fait le corps humain. Une fois j'étais dans le métro assez tard le soir. Je n'ai pas voulu regarder de trop près. Il y avait une femme assise près de moi avec ce que j'ai cru étaient quelques sacs. Et c'était seulement après quelques minutes que je me suis rendu compte que les 2 sacs n'étaient pas des sacs, c'était ses 2 enfants. Le garçon, il dormait avec son bras dans l'air, suspendu un peu comme le bras ici. Et la fille était recroquevillée sur elle-même. Et j'ai décidé de faire des corps qui étaient un peu à la limite, des corps très vulnérables. Ils sont faits avec la soie d'organza remplie de sable. L'organza n'a pas de forme, tout ça. Si vous avez déjà touché l'organza, c'est très délicat, ça tombe, ça n'a pas de résistance. Et le sable n'a pas de forme tout seul non plus, mais ensemble, l'agencement du sable avec le tissu et comment j'ai fait les coutures, je pouvais faire en sorte que les pièces gardent les positions. C'est aussi assez étonnant pour moi, et c'est quelque chose que je fais assez souvent. Je suis très intéressé par des matériaux assez simples. Parfois des matériaux qui ne sont pas nécessairement valorisés comme le sable ou comme les tissus, et de les mettre dans les obliger de vivre, en fait, parce qu'il y a des expériences physiques qui les rendent assez étranges et aussi les mettre un peu à l'épreuve. Certainement, je n'étais pas certain au début quelle était la résistance de l'organza, mais en fait, c'est assez remarquable combien de sable on peut verser dans une chemise cousue en organza pour que ça résiste. Il y avait aussi cette idée de translucidité, le tissu laisse voir le sable à travers. Et j'ai beaucoup aimé l'idée qu'il n'y ait pas une armature dans le bras pour le tenir en haut. Je tire le bras un peu comme on peut tirer une ganse avec de l'argile.
on fait un geste, on doit un peu étudier le geste, ça doit être un geste juste, mais une fois qu'on l'a fait, le bras reste en place en forme de cheminée assez facilement. Comme j'ai pu aussi tirer le bras, toujours cette image de ce garçon qui dormait sur le dos avec le bras suspendu un peu à porte-à-faux. Les socs que j'ai présenté cet ensemble de sculptures dans plusieurs villes au Canada, aux États-Unis et en France. Chaque fois, c'était assez simple. Un des grands problèmes de la sculpture, c'est toujours comment on va transporter la sculpture. C'est des pièces qui doivent être assez évidentes, très simples à régler. Je vide les pièces du sable et j'ai mis en fait les petites chemises dans ma valise. Il n'y avait jamais un douanier qui se pose la question comment ça se fait que j'avais des tout petites chemises qui ne me convenaient pas. Et j'ai acheté simplement le sable. Les meubles, on peut toujours trouver des meubles sur la rue. Et c'est ça ce que je faisais. Donc le seul travail à faire, c'était de couler les bases de plâtre. Parce que j'ai toujours aimé cette idée, je ne sais pas si vous connaissez dans l'organisation des socs dans la sculpture classique, il y avait souvent 3 ordres de matériaux dans les socs. Je ne sais pas si quelqu'un peut en parler pour les matériaux, est-ce que vous connaissez? Dans la sculpture classique, un des arguments pour présenter la sculpture classique, c'est que la partie en bas doit être dans le même matériau que l'architecture de l'édifice dans lequel c'est présenté. Il y a aussi un genre de plinthe entre les deux qui est dans un matériau intermédiaire et le pied de la sculpture, si c'est une sculpture figurative, était dans le même matériau que la figure. Donc, par exemple, on peut avoir une pièce qui était en pierre calcaire, la première partie, une deuxième partie qui est une pierre de transition, et ensuite le pied de la sculpture qui est en bronze, par exemple. Donc, j'ai toujours été fasciné par cette idée d'arriver graduellement vers la fiction d'une œuvre d'art, et ce qui est un peu à l'opposé, par exemple, d'un Brancusi ou un Giacometti qui ont décidé d'aller tout directement sur le sol et sur l'horizontalité. Moi, j'ai décidé de revenir un peu en arrière vers la solution classique, mais de les détourner. Donc, c'est pourquoi il y a toujours des galettes de plâtre entre les pièces de sable et les meubles. Mais vous comprenez un peu l'idée de l'hierarchie, mais repris dans un autre contexte. Donc, je vais juste vous montrer ces dernières 2 images. Par la suite, j'ai en fait eu 3 expositions en France, l'un collé après l'autre. Un était au Crédac, dans l'ancien espace du Crédac à Ivry-sur-Seine, qui est juste dans Paris, mais un peu plus au sud. L'autre était à Vassivière, qui n'est pas loin d'ici, et le 3e était à Valenciennes. Donc, certaines œuvres, évidemment, je les ai faites ici en France. En fait, d'ailleurs, j'ai fait quelques pièces ici à Limoges. Mais je vais juste parler brièvement. Ce que j'ai pensé, je pensais toujours à l'idée de comment on peut faire une sculpture qui peut être facile à transporter. Donc, j'ai commencé à travailler avec des tissus, des formes, des chemises cousues, toujours en tissu. Cette fois-ci, c'était dans la soie d'Upioni. Je dois dire aussi que j'avais passé du temps à Paris et le marché Saint-Pierre, qui était un magasin de tissus, avait des choses extraordinaires. Donc, en fait, souvent, j'étais simplement séduit par les tissus. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces tissus et j'ai cousu ces petits corps, vêtements, corps. Je les ai trempés dans l'eau sucrée, un peu comme des punks en Angleterre peuvent tenir leurs cheveux en l'air avec de l'eau sucrée et un séchoir à cheveux. J'ai fait plus ou moins la même chose. J'ai trempé le tissu dans l'eau sucrée. Je l'ai mis sur un aspirateur, sur la fonction soufflée d'un aspirateur. Ça a gonflé les formes, donc les formes étaient très tendues.
et ça séchait l'eau qui était dans l'eau et le sucre restait comme un genre en poids. Donc, c'était des pièces hyper empesées. Ce n'est pas ce que les gens pensent souvent quand ils voient ces pièces-là, que les pièces sont hermétiques. Ce ne sont pas des ballons. On peut dévisser de l'aspirateur après. On n'est pas obligé de garder l'air dedans. Ils sont simplement figés. Donc, il y a aussi d'autres pièces qui étaient faites avec le ciment fondu, où en fait, j'ai ramassé des œufs à la coque. J'avais cuit des œufs à la coque. Et je les ai mis dans des sacs de nettoyeur à sec. J'ai tiré l'air pour faire un genre d'emballage sous vide. J'ai fait une moule pendant le temps que l'aspirateur tirait tout l'air, une moule en plate. Et ensuite, quand le plat était figé, j'ai enlevé tous les œufs à la coque et j'ai rempli toute le moule avec le ciment fondu. Pourquoi le ciment fondu? Parce que c'est fabuleux. Je dois vous dire, c'était un ciment qui a une belle densité, une grande fidélité à la surface. Et par exemple, si on le coule en plastique, on peut avoir vraiment une surface brillante. Et vous pouvez être fiers que c'est un ciment qui est inventé ici en France. C'est aussi un ciment qui peut être vraiment travaillé, par exemple, avec des fibres de verre. Et je vais vous parler de ça à un autre moment, un peu plus tard. Donc, en fait, ici, vous avez un peu, jusqu'à ce moment-là, un genre de best-of de ma carrière ensemble. Des pièces en sable avec l'organza, des pièces en doupionné trempées dans l'eau sucrée, le poids du ciment. Donc, en fait, cette idée de jouer avec la pesanteur était toujours là, mais même plus important pour moi, c'est l'idée d'une membrane. Ça, c'est l'exposition que j'ai présentée à Valenciennes. C'était dans la galerie de l'école d'art qui s'appelait l'Aquarium. Et juste avant que j'ai eu mon exposition, ils ont repeint le plancher blanc. Les murs étaient blancs. C'était le plus blanc et le plus propre place où j'ai jamais exposé. C'était absolument remarquable. Et donc, j'ai présenté les petites chemises sur les aspirateurs, mais les aspirateurs ne fonctionnaient pas à l'époque. Je les ai utilisés pour les fêtes. J'aimais l'idée de garder le socle, l'aspirateur qui est un peu à la genèse des pièces. J'aimais l'idée de le garder comme un support, mais ils étaient débranchés parce que j'ai horreur des expos qui font du bruit. C'est juste pas des choses qui m'intéressent. Au début, les premières fois que j'ai travaillé avec des pièces sucrées, j'ai laissé le sucre apparaître sur la surface. Donc, ils avaient l'air vraiment des bonbons. Plus tard, j'ai comme réduit la part de sucre pour qu'il soit là d'une manière virtuelle, mais pas nécessairement avec la référence au sucre. Je vais répondre tout de suite à une question parce que tout le monde me pose, est-ce que ça attire des coquerelles? Curieusement, non. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas... Non, les pièces ne sont pas fondues avec le temps. Non, ils n'attirent pas des coquerelles. Si je veux quand même les transporter facilement, je les trempe. Je les trempe, c'est un peu comme The Wicked Witch of the West dans The Wizard of Oz. Ça fond et je le plie, je le sèche et je mets dans ma valise et je peux aller avec. Des aspirateurs sont faciles à trouver n'importe où. Il faut juste inverser la fonction aspirateur, utiliser la fonction souffler par la fonction tirer. Et en fait, ici, vous voyez, en fait, une des pièces que j'ai fait ici à Limoges, quand j'étais à Vassivière, le directeur de Vassivière à l'époque, Dominique Marchès, avait un atelier en bas de l'édifice. Et j'ai voulu faire des grandes plaques de verre. Il y a 3 grandes plaques de verre. Nous avons couper les plaques ici à Limoges, ils étaient percés, c'était du verre trempé.
Et ils étaient percés pour que je puisse coudre des poches de plastique sur sur le verre et le remplir avec le ciment fondu. Donc, cette pièce-là, c'était où j'ai joué avec l'idée des fermetures éclairs. Donc, chaque pièce avait une fermeture éclair. Donc, j'ai pu comme ouvrir le moule. Je vais juste... Oups, je reviens vers les pièces gonflées. J'ai mis plus de pièces gonflées que je pensais. Bon, voilà. Une autre pièce, c'était... En fait, c'est un peu des formes de deux cercles, mais en fait, c'est de deux saints. Les trois pièces étaient liées à des martyrs de différents saints. Ça, c'est de Sainte Agathe. Si vous vous souvenez, Sainte Agathe a eu ses seins coupés. Saint Roch, il avait des plaies. Et donc, ça, c'est de la pièce avec la fermeture éclair. Et l'autre est un saint canadien, Jean Brébeuf, qui était, en fait, il a eu ses intestins. Ils ont sorti ses intestins pendant qu'il était vivant. C'est pas très drôle, mais j'ai trouvé l'image fascinante. Donc, en fait, les trois grands verres, c'était trois saints. Chaque fois, c'était des aliments en plastique. Mais ce que vous allez voir que, par exemple, ici, j'ai enlevé le membrane, le poche, et je le laissais pendre. J'aime l'idée de laisser le moule apparaître. Mais vous voyez quand même que la surface est quand même brillante quand on coule avec le ciment fondu, et ça, c'est à cause de sa grande densité. C'est peut-être plus visible là. Vous voyez, c'est quand même une belle surface, mais j'aimais beaucoup l'idée que le membrane, le moule reste une partie de la pièce, que ça reste taché et en même temps que le verre soit vraiment nickel. Évidemment, on va nettoyer le verre après. Donc, le verre est toujours nettoyé, mais j'ai demandé cette pièce est au Musée d'art contemporain à Montréal, mais je ne voulais pas que le plastique soit nettoyé. Je voulais que ça reste un peu sale. Ça, c'est une des pièces que j'ai fait avec des œufs. Peut-être je vais quand même je vais continuer parce qu'il y a beaucoup d'images que je peux vous montrer. C'est encore des pièces avec des œufs. Donc, évidemment, des œufs, ça peut faire penser à des œufs de poissons ou de différents animaux. Ça fait aussi très testicule. J'aime beaucoup la membrane, les plis sur la surface. Donc, ça, c'est des pièces que j'ai fait ici. Donc, toujours cette idée d'utiliser la membrane qui contenait, en fait, tous les œufs, reste aussi le reliure du moule. Donc, en fait, c'est un peu la chose, parce que je n'aurais pas pu couler des pièces en ciment fondu contre le plat et avoir la même surface. C'est parce que c'était le plastique qui restait entre les deux que la surface sortait brillante. De retour au Canada, après plusieurs années où je vivais à New York, où j'étais ici en France, parce que j'ai quand même enseigné des courtes périodes d'enseignement à l'École de Beaux-Arts à Paris et aussi à Tours, et j'étais aussi à la Villa Arson. J'étais de retour à Montréal et j'ai commencé à penser plus à comment je peux pousser cette idée de travailler les tissus et l'eau sucrée. Donc, j'ai commencé, par exemple, à voir quelle est la différence entre travailler avec le polyester, la partie à droite, et la soie Dupioni. Donc, j'ai pensé que le Dupioni, ça va vraiment avec une géométrie beaucoup plus euclidienne, mais l'autre était plus une géométrie fractale par la façon que ça gonfle. Le polyester gonfle toujours un peu dans toutes directions. La soie garde quand même un souvenir de son tramage. Puis aussi, quand j'étais à Lévis-Larson, j'avais commencé à expérimenter le ciment fondu, par exemple, coulé dans du plastique ou dans les tissus
où parfois je laissais en fait une croûte de ciment formée sur le tissu. Donc, dépendamment des tissus, le tramage du tissu, il réagissait différemment. Donc, cet ensemble, le nez de Gogol, qui était basé sur le conte de Gogol, était à la fois une exploration technique assez banale, mais en même temps, j'ai cherché un sens dans les mouvements des matières, comment un ciment qui est presque aussi bête que le sable peut être vraiment très riche de différentes nuances. Par exemple, parfois ici, il laissait plus les taches un peu séchées. Dans les sacs en plastique, il sortait vraiment brillant. Je n'ai pas fait quelque chose pour modifier la pièce. Et avec certains polyester, c'est ça la croûte, c'était comme le tissu avait tamisé le ciment et le ciment avait fait une croûte de ciment pur sur la surface. Et j'aimais beaucoup cette côté qui me faisait penser beaucoup à la bouffe et aussi au corps. Jusque-là, j'ai parlé des membranes, mais j'ai parlé des différents matériaux. Et je vous ai dit que j'avais commencé avec la céramique, mais je ne vous ai pas montré une pièce en céramique. Après quelques années d'avoir travaillé le corps comme fragment, de quelque chose isolé, j'ai voulu vraiment aborder le corps d'une manière beaucoup plus premier degré, pas par la métaphore ou par l'évocation, mais vraiment aller directement. Et ça se peut aussi que c'était aussi un moment où j'étais très malade et après cette maladie, qui n'était pas très drôle, mais ce n'est pas nécessaire d'en parler de ça, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de direct, simple. Et donc, j'ai retourné à l'argile et j'ai retourné à des souvenirs d'adolescence et j'ai commencé à vraiment travailler les figures de moi-même comme adolescent. Je dois dire que quand je suis allé à l'université ou quand j'étais à des écoles d'art, dans les années 60 et 70, c'était des années où, en fait, il y avait cette idée de désapprentissage. Il a fallu pas démontrer qu'on avait une maîtrise de quoi que ce soit. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu difficile parce que j'aimais beaucoup maîtriser. En fait, j'avais quand même une assez bonne maîtrise de l'argile. Et pendant plusieurs années, je pense en fait, beaucoup de ce que j'ai fait au début était en partie poussé par ce désir de ne pas démontrer que je maîtrisais des matériaux, mais que j'étais toujours dans une situation un peu gauche. Et peut-être, comme j'ai dit, suite à cette maladie, que j'ai voulu revenir à la maîtrise des matériaux. C'est pourquoi, quand j'ai commencé la présentation ce soir, j'ai dit commencer de nouveau. C'est un peu ce que j'ai voulu, pourquoi j'ai pris ça comme titre. Donc, c'était des pièces qui étaient faites avec un grès noir. Les vêtements étaient des vêtements que j'ai cousus. Évidemment, c'est à une petite échelle, donc il a fallu vraiment trouver des tissus qui étaient vieux et usagés pour que ça soit suffisamment mince pour que ça n'ait pas l'air curieux. Par exemple, les caleçons qui étaient sur sa tête. Évidemment, il y avait quelque chose d'assez sexuel dans beaucoup d'images que j'ai faites. C'était apparent quand j'ai travaillé avec le corps en fragments et ça devient encore plus apparent quand je travaille avec tout le corps. Donc, il y avait... comme j'ai dit, j'ai toujours retourné un peu à ce moment où j'étais adolescent, où je jouais avec mes vêtements. Parfois, je mettais mes jambes dans les camisoles et au lieu de mes bras dans les camisoles, où je joue avec des sous-vêtements thermos
qui est peut-être plus commun au Canada qu'en France, mais qui est un sujet d'énorme fascination, pas juste pour moi. J'ai vérifié, d'autres personnes ont fait un peu la même chose. Donc, en fait, ce que peut-être je veux, juste pour ceux qui ont travaillé ici avec la céramique, vous allez remarquer qu'il y a quand même beaucoup de efflorescence sur l'argile. C'est parce que, en fait, les pièces ne sont pas cuites à leur maturité. C'est une argile qui cuit noir à sa maturité, mais très souvent, j'ai décidé aussi de travailler arrêter quelques montres plus bas que la maturité, juste pour garder ces sels solubles visibles sur la surface. J'aime beaucoup cette qualité qui me fait penser parfois à des pains qui sont sortis d'un four et ont un peu une farine sur la surface. Pour moi, il y a quelque chose qui est plus visuellement plus dense quand une surface est comme ça. J'ai aussi commencé, je n'ai pas travaillé uniquement avec des images du corps, et je ne vous montre pas toutes les choses que j'ai faites, mais j'ai aussi cherché des structures que je connaissais comme adolescent. Par exemple, le balançoire chez nous. Mon père, il avait eu l'idée de souder notre balançoire pour nous au lieu d'acheter un balançoire au Canadian Tire. Canadian Tire, ça ne vous dit rien, je présume. Mais pour des Canadiens, Canadian Tire, c'était la place où tout le monde achetait leur balançoire. C'était toujours rouge et vert. Ça avait l'air absolument parfait. Et nous n'avons pas eu ça. Toutes les autres personnes dans le voisinage, ils avaient un balançoire de Canadian Tire, mais pas nous. Nous avons eu quelque chose qui était soudé par mon père. Mais par contre, on avait décidé de l'embellir, mes deux sœurs et moi. Parfois, on faisait des boules de neige et on faisait les décorations du balançoire. Parfois, on l'arrosait avec de l'eau parce qu'on avait aussi une patinoire en arrière. Donc, au lieu d'arroser la patinoire, on s'est rendu compte très vite que s'il y avait un gros vent, on pouvait, les balançoires bougeaient et on pouvait les arroser et ça figeait instantanément. Donc, on pouvait vraiment faire en sorte que la chose n'était pas droite comme ça, mais tournée comme ça. Bon. C'est peut-être pas aussi évident pour vous, pourquoi c'est intéressant, mais pour nous, on avait trouvé ça vraiment fascinant. Donc ça, c'est le balançoire au Musée d'art contemporain de Montréal. Mais il y avait 3 balançoires, mais je vous montre juste un des 3. Aussi à Montréal, il y avait Terre des Hommes, où il y avait en fait le fameux biosphère de Buckminster Fuller, qui était en fait le pavillon américain. C'était une sphère géodésique et juste devant la sphère, il y avait un étang. Et une des premières pistes que j'ai faites était dans cet étang. Ça, c'était assez différent de toutes les autres choses que j'ai faites parce que on était invité de faire référence à Expo 67 et donc, en fait, ce n'était pas quelque chose aussi personnel, disons. C'était personnel dans le sens que j'étais là au Expo 67 et c'était mes souvenirs, mais ce n'était pas nécessairement des œuvres qui avaient la même intimité que tout ce que j'ai fait en général. Mais je décidé de vous les montrer quand même. Donc, c'est des pièces en céramique et encore une fois, le ciment ductel. C'est en fait un grand disque fait avec juste un coquille et en fait il laisse assez d'air dans les petites montées en fait sur le disque que ça flotte sur l'eau. Et parfois j'ai travaillé avec d'autres matériaux, mais en fait c'est peut-être un peu curieux. Je vous ai dit que je travaille beaucoup avec les membranes, mais je le vois un peu comme une membrane. J'avais vu un chat mort sur le bord de la rue et il y avait des asticots qui avaient couvert tout le chat, mais ça bouge et ça brillait et j'étais très intéressé par ça. Et j'ai décidé de reprendre cette expérience en faisant un chat en argile où j'ai placé des épingles de sûreté en laiton et les soudé les unes aux autres pour faire un genre de coquille d'épingles de sûreté.
quand toute la pièce était soudée et j'avais fait la forme d'un chat mort, j'ai laissé l'argile sécher et je l'ai délayé. L'argile tombée et je restais avec cette coquille d'épingle. J'ai surtout aimé l'ombre portée par la pièce. En même temps, comme j'ai dit, j'ai travaillé le corps, les vêtements. Ça, c'est une image de ma sœur. Je trouvais aussi quelque chose assez curieux, l'idée d'habiller un corps en sculpture. Vous savez, il y a beaucoup qui est écrit sur la petite danseuse de 14 ans de Degas. Pourquoi cette pièce a causé un si grand scandale? Il y a différentes théories. Elle avait l'air d'être peut-être une prostituée ou c'était pas une expression noble du nu parce qu'en fait, quand il avait fait des danseuses nues, il n'y avait pas de problème. C'était quand elle était habillée. Mais moi, je trouve il y a quelque chose, un genre de fétiche qu'on associe avec la sculpture habillée. Il y a quand même quelques sculptures habillées en Europe, quand on pense à certaines vierges dans certains petits villages où les gens habillent la sculpture, ou si on pense plus en Espagne, mais en général, l'idée d'une sculpture, c'est que le vêtement doit être une partie de la fiction. Quand on commence à habiller une sculpture avec un autre matériau, ce genre d'hétérogénéité suggère une relation peut-être malsaine, pas une relation aussi conceptuelle qui est propre à la sculpture classique. Et d'où vient le malaise? Et en fait, moi, j'étais intéressé d'aller vers cette malaise, cette idée en fait, effectivement, de coudre des tout petites caleçons, des vêtements, etc. Parce que je trouve que c'était quand même une belle tension qui m'intéresse. Donc, je ne parlerai pas de toutes ces pièces, mais je pense que les images sont assez claires. Souvent aussi, avec ces ensembles, c'était des corps habillés, très souvent mes sœurs ou moi, comme adolescents, toujours accompagnés de nos chats. En fait, les chats, juste pour, si vous êtes curieux, les chats sont faits avec une barbotine de porcelaine. J'avais acheté des perruques dans le village gay de Montréal, et vraiment des perruques extraordinaires qu'on peut acheter. Je les ai trempées dans la barbotine, je les ai placées sur les chats. Et le grand avantage de la porcelaine, en fait, c'est un avantage que je vais parler un peu plus tard, c'est le retrait de la porcelaine, c'est que entre la première cuisson et la cuisson à la maturité, évidemment, les cheveux brûlent, mais l'avantage, c'est dans la deuxième cuisson, il ferme où la pièce est fragile. Dans la première cuisson, dans la deuxième cuisson, il y a un genre de solidarité de la porcelaine qui remplit un peu le fait que les cheveux sont partis. Donc, en fait, j'ai eu un plaisir fou. En fait, j'ai souvent du plaisir à faire mes pièces, je dois dire. J'aime le plaisir et j'aime que ça peut être compris par les spectateurs aussi. En fait, ça, c'est une des pièces les plus compliquées que j'ai faites avec la céramique. C'est compliqué parce que sa jambe gauche est soulevée. C'était pas facile de penser comment je peux faire en sorte que la jambe gauche soit juste un peu à porte-à-faux. La réponse, c'est qu'il y a des parois à l'intérieur de la jambe pour le tenir en place. Et j'avais fait des cales pour la cuisson, pour le garder en place aussi, pour que ça ne redescende pas. Donc, c'était un peu une image que j'ai eue de moi comme adolescent quand il faisait trop chaud à Toronto, parce que je suis né à Toronto. J'ai continué de vivre par la suite à Montréal, mais à Toronto, je me couchais sur le sol du sous-sol pour prendre le foie du béton. Et la toilette.
Et en fait, j'ai fait le même argile que je vous ai montré avant, où j'ai parlé un peu de cette côté, les sels solubles, où en fait ce n'était pas cuit à la maturité. Ça, c'est l'argile cuit à la maturité. Donc, c'est en fait une image de mon père. Et c'est un homme qui a beaucoup de tendresse. Et je n'ai pas voulu le représenter en tenant un enfant, un bébé, mais j'ai voulu qu'il ait toute la tendresse pour quelque chose qui est complètement abstrait. Donc, j'ai fait 3 ballons que j'ai gonflés encore une fois, trempés dans l'eau sucrée et gonflés. Mais ça vous donne une meilleure idée de l'argile cuit à sa maturité. Bon, je vais juste peut-être aller un peu plus vite parce que j'ai quand même plusieurs choses que je veux quand même vous montrer. Quand j'ai fait une exposition au Havre et j'avais vraiment envie de voir si les pièces avec le tissu et le sucre peuvent être plus grands, si je peux faire des plus grandes pièces. Et au début, mon idée, c'était de mettre plus de sucre dans le mélange. Grosse la réponse, je peux vous dire tout de suite, c'est less is more. Tu mets moins de sucre, pas plus de sucre quand le tissu est plus grand. C'est le contraire de ce que moi j'avais l'idée que je n'étais pas forcer la chose, mais il ne faut pas forcer la chose. Il faut laisser le tissu fonctionner avec un peu moins de sucre. Donc ça m'a pris très longtemps pour apprendre la chose, mais je simplifie la vie pour vous. Donc, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai faites dans cette série-là. C'est avec des tissus récupérés. Et c'est une très grande pièce. Cette pièce est 5,70 m de long. Et vous allez la voir dans différentes situations. Donc, je retourne en arrière. Je vous ai montré les pièces. Maintenant, je vais vous expliquer comment je les ai faites. Mon compagnon est un peintre. Il est très patient. Il n'a pas besoin de moi pour faire la peinture, mais moi, j'ai besoin de lui pour faire la sculpture. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire un patron d'un corps. Donc, j'ai dessiné sur son corps, en fait, un peu les lignes de couture. Je connais assez bien la couture maintenant et comment les vêtements fonctionnent. Donc, j'ai dessiné sur son corps avec le pastel à base d'eau toutes les lignes que je veux utiliser. J'ai analysé un peu où je peux faire des sections et où je peux faire renforcer les pièces par l'intérieur avec le tissu. Et j'ai pris en fait un papier soie que j'ai pressé sur son corps pour prendre chaque section. Donc, j'avais tout le patron sur lui, en fait, pour faire lui au complet avec les éléments au centre. Il y avait presque 300 morceaux de tissu en tout pour avoir des pièces qui tirent à l'intérieur, parce qu'il faut garder en tête que si tout était juste une membrane et je gonflais, tout sortait. Donc, en fait, quand on a un œil qui est un peu en creux, il faut avoir toujours un élément au centre pour le tenir l'œil en place. Donc, à 10h ou 11h le soir, quand il ne faisait plus de la peinture, je l'ai convaincu de prêter corps et âme à mes projets. J'ai cousu d'abord les pièces, les tests, et j'ai gonflé les pièces. Et comme tout le monde qui travaille la couture, on peut ajuster. Donc, on peut faire un premier faux fil assez large. On peut voir si ça marche bien. Si ça ne marche bien, on tire, on ouvre ou on réduit. Donc, et parfois, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer, j'ai voulu qu'il monte sur les petites socs comme ça et qui soient un peu aveuglés par les tissus, mais qui essaie de garder son équilibre. Il faut s'amuser. Donc, en fait, donc ça, c'est comme le premier gonflage d'une pièce. Aussi,
Parce que, en fait, Michel, mais aussi ses 6 frères ont été tous les joueurs d'hockey. Son frère, en fait, si vous connaissez Jean-Jacques Dagneau, c'est quand la dernière fois les Canadiens de Montréal ont gagné la Coupe Stanley, c'était en fait Jean-Jacques Dagneau qui l'a accepté. Donc, en fait, il y a une surcharge de vêtements de joueurs d'hockey dans cette famille-là. Donc, je les ai récupérés, tous les vieux vêtements, et j'ai cousu une série de pièces sportives aussi. Mais c'est juste pour vous donner une idée que le tissu est trempé. J'ai fait des nourrices pour laisser l'air passer, gonfler les pièces. Et comme ça, j'ai pu ajuster les positions des jambes et des bras en changeant la couture. Je vais aller un peu plus vite ici, mais vous pouvez saisir un peu, c'est un peu la même idée, mais avec une plus grande pièce, des pièces doubles. Parfois, quand j'ai voulu les exposer, je n'étais pas là où je les ai montées, mais je ne pouvais pas les descendre. J'ai fait des petits dessins que je pliais pour montrer comment on peut plier la pièce pour le rentrer dans une valise. En fait, on peut transporter une valise moins chère qu'une caisse de sculpture. Il y a 2 tarifs complètement différents, donc je sais ça maintenant. Ça, c'est à Barjol où je vais faire un genre de performance avec ces pièces-là. J'aimais beaucoup l'idée que des enfants transportent ces sculptures, ces géantes. Je vais faire aussi des casques sur leur tête chaque fois qu'ils arrivent à une en fait, il y a quelque chose comme 12 fontaines à Barjol et sacrifier une pièce en le mettant dans la fontaine, donc l'eau sucrée fondait et la pièce est disparue. Et à la toute fin, bon, ils ont pris le grand affiché, ils ont commencé à laver la pièce. J'aime beaucoup cette image des jeunes adolescentes qui sont en train de fondre cette grande héros. Je vais juste vous montrer vite quelques autres pièces où j'ai pu, par exemple, changer la direction de l'air. La tête était gonflée dans cette direction, mais la gorge était gonflée dans le sens opposé. Donc, il y a beaucoup de choses. Cette forme, on appelle ça une forme d'invagination, et j'aime beaucoup cette forme-là. Ça, c'est l'image que vous avez choisie pour la conférence. Mais c'est la sculpture que vous avez. Je pense que c'est l'image que vous avez choisie. C'est une soie bengaline, c'est une soie très fin. Et dans cette pièce-là, j'ai travaillé un peu différemment. J'ai mis des cordes à l'intérieur de la pièce pour tirer et modeler la tête avec les cordes. Donc, je pouvais attacher les cordes sur les boutons qui étaient sur le visage, et comme ça, je pouvais modeler la forme. Et je vais juste terminer avec 2 choses. Je vais vous montrer un projet d'art public que j'ai fait à Montréal et le projet que je fais actuellement ici au Craft à Limoges. Donc, à Montréal, je vous montre, je vais juste dire tout brièvement, ces 5 grandes sculptures sur la rue Jean-de-Mance. Il y avait 5 concours qui étaient ouverts pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et le 375e anniversaire de Montréal. C'était des grands projets généreux. Et j'ai gagné le premier projet, celui-ci. Et j'ai décidé que je voulais travailler encore cette idée dans l'espace public de narrative, quelque chose de beaucoup plus intime. Je n'ai pas voulu faire ce que je vois souvent dans l'art public, quelque chose qui est beaucoup plus conceptuel ou design, ou quelque chose qui fait une référence à l'architecture. Je voulais vraiment insister sur le corps à son échelle assez intime. J'ai aussi voulu faire un nu dans l'espace public. Je me suis dit, c'est quand même assez curieux qu'on ne présente plus un nu dans l'espace public. Je n'ai pas voulu le nu d'un jeune athlète en bonne forme. J'ai choisi un homme de plus ou moins de mon âge, un corps respectable, mais pas nécessairement glorieux.
Et j'ai voulu l'idée qu'il soit à poil en public. J'ai voulu aussi qu'il y ait de la vulnérabilité dans cette situation. Il est en train de grimper sur le dos de la chaise. La chaise est sur le bord de cette plateforme-là. Donc, en fait, j'aimais cette idée de vulnérabilité à côté de la directrice qui a une vue sur les 5 sculptures. J'ai voulu aussi qu'il garde exactement le même geste. Vous voyez, les deux lèvent juste l'index. Pour elle, c'est un geste de contrôle sur tout l'ensemble. Pour lui, c'est quelqu'un qui pense qu'il va tomber bientôt. Il a bien raison de penser ça. Si on se met à côté de la directrice, la prochaine sculpture qu'on voit, c'est ça. C'est en fait... On voit la deuxième sculpture et on voit la troisième. Donc, la deuxième sculpture, c'était un peu encore, je reviens souvent avec des images d'enfance ou des images d'adolescence, mais probablement vous avez fait ça, vous avez dessiné une forme sur un feuille de papier et vous coupez toujours une forme de plus en plus petit. Vous suivez toujours la même ligne, mais ça devient de plus en plus petit. C'est juste des mains qui deviennent de plus en plus petites. Donc, c'était l'accent sur sa main. Je voulais juste faire la main. Et au milieu, on arrive le même monsieur que vous avez vu à Barjot. Cette fois-ci, il est en acier Corten. Il était fait beaucoup plus comme le tissu. Ce n'est pas comme Xavier Vallon. Xavier Vallon, il utilise en fait des facettes. Il n'y a pas de tension. C'est des facettes qui ne rentrent pas. Moi, j'ai vraiment travaillé avec l'idée de tissu et du corps. Donc, conséquemment, je n'ai pas pu le faire avec un logiciel. Il a fallu vraiment travailler comme un couturier. Le quatrième pièce était en fait basée sur un jeu d'enfants qu'on dit en anglais, this is the church, this is the steeple, here are the doors, and there are the people. Et c'est fait avec le ciment ductel, aussi une invention ici en France. Juste si vous savez, le ciment ductel est un ciment qui ne prend pas d'agrégat. Il n'y a pas de sable dedans, il n'y a pas de gravier dedans, c'est juste les fibres. C'est des fibres de polyester et des fibres d'acier inoxydable. C'est très, très visqueux. C'est vraiment la texture d'un détergent de vaisselle. Et ça coule, vraiment, on peut couler vraiment des coquilles très minces. Le pont de Mio, qui était fait par Norman Foster, était fait avec le ciment ductel, mais il y a aussi des artistes qui l'utilisent. C'est juste une membrane. Ici, essentiellement, vous avez le moule des mains que je vais juste vous montrer. Mais ça, c'est la pièce vue d'en haut. C'est coupé. La cinquième pièce, c'est la directrice, la femme qui était assise, tournée sur le côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la position de l'effigie qui est en train d'être tirée par les enfants dans la rue, un peu comme les statues de Ceausescu ou les statues de Staline, c'est en fait dans la même position que l'homme qui risque de tomber sur la chaise. Il est tombé et donc en fait la jambe qui est pliée, c'est la même jambe. Et comme la directrice revient je m'excuse, j'ai coupé le haut de l'image, je n'ai pas remarqué. Mais juste ici, vous avez une vue plus de l'ensemble des 3 pièces au centre. Une vue là, c'est une vue de l'autre sens, c'est le musée d'art contemporain juste derrière. Donc, ça, c'est la cadence qui est étirée. Et l'effigie, il occupe seulement une partie de plateforme vue d'un angle. Les enfants ont été modelés en cire, puis coulés en bronze. Juste pour revenir, les mains, le petit théâtre à l'intérieur. Quand on va en dessous, on voit le vide,
parce qu'en fait, les mains ne sont pas là, mais j'aime beaucoup la séduction de l'intérieur d'un moule. On avait percé toute la pièce, tout le béton pour que la lumière rentre. Et là, vous avez une meilleure vue de l'équilibriste, la toute dernière. Donc, elle est en aluminium et deux autres vues d'elle. Donc, je vais juste vous montrer très vite le making of de cette pièce, mais je ne parlerai pas de ça. Si vous êtes curieux, je peux vous parler après, mais je vous montre les images. Ça, c'est le prototype pour l'effigie. Je l'ai fait d'abord en carton. Et c'était ça ce qu'on avait amené à la fonderie pour éventuellement être travaillé par le forgeron. C'est un des étudiants qui travaille avec moi, Jean-Pascal, Maxime, un autre étudiant. C'est les mains que vous ne voyez jamais. J'ai fait d'abord les mains. J'ai d'abord commencé avec le polystyrène que j'ai couvert avec le plâtre. J'ai sculpté, en fait, ces mains, ils sont 2 mètres d'auteur. C'est des moules monstres. Juste pour vous donner une idée de la taille des moules, peut-être ça c'est plus évident. Regardez, ça c'est Jules Lassalle qui travaille avec moi là. Les jambes, ça c'est encore Jean-Pascal. Donc c'est des énormes moules. Ça prenait 3 ou 4 gars juste pour bouger une section de moule à la fois. Vous connaissez assez bien, je pense, le moulage que je ne suis pas obligé d'expliquer. Toutes les parties, l'élastomère et la chape. Ici, on avait commencé à percer les trous dans le ciment ductel. Là, c'était un moule que j'ai fait pour faire la chapeau de l'équilibriste. Je l'ai fait en élastomère et encore une fois, un peu comme les chats que je vous ai montrés avec le barbotine de porcelaine. Cette fois-ci, c'était la cire. J'ai trempé encore une fois les perruques dans la cire. Je l'ai rempli le moule et on avait coulé toutes les pièces en aluminium. La fonderie était très étonnée quand ils ont vu ça. Ils ont dit comment on va mouler ça, mais en fait on a réussi. Ça c'est l'équilibriste dans mon atelier. Donc elle était en cire, sa jupe était en plastique, son camisole était en tulle brodée. C'était la perruque pour faire les cheveux de la directrice. Les enfants étaient habillés avec des sacs en plastique de différents magasins de Montréal. Ça, c'est des enfants en cire. Pour tester des formes, très, très souvent, je cherche moi-même je suis mon propre modèle. Donc, juste pour vous donner une idée, j'essaie de mémoriser comment je me sens dans une telle et telle position. Donc oui, je travaille parfois avec un autre modèle, mais filles ou garçons, je cherche à me rappeler comment je me sens dans ces positions-là. Donc j'arrive à mon projet de Flores au craft, parce que cette idée de... Quand je vous ai montré cadence et j'ai dit les mains deviennent de plus en plus petites, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette question de quelle est la portée des différents aspects de moulage. Et pour ce projet, quand j'ai fait la présentation au craft, l'idée qui était vraiment, qui me préoccupait, c'était l'idée que la porcelaine a un énorme retrait, ça peut être 15%, 17%. Et j'ai voulu voir quel était l'effet de faire une figure et le voir rapetisser avec le séchage, avec les 2 cuissons, et remouler la pièce. Quelles seraient les pertes de détails et quels seraient des détails parasites qui apparaissent qui n'existaient pas dans l'original. Donc, ce que j'avais proposé, c'était de faire une première figure un peu moins qu'un mètre d'auteur, de le mouler et cuire et de remouler la pièce 7 fois de nouveau.
Donc, ce que vous avez ici, c'est 6 générations de la même pièce. Le plus grand, c'était la première pièce, et chaque fois, il devient de plus en plus petit. Il y avait curieusement, à ma grande surprise, il y avait beaucoup moins de pertes de détails que j'attendais. En fait, grâce à l'équipe de Ocraft, nous avons tout détail est devenu simplement de plus en plus petit, mais il y a quand même des changements plus dans le visage. Le corps reste plus ou moins cohérent à travers tous les moulages, mais le visage, pour une raison ou l'autre, il y a des petits changements. Donc, comme je dis, ce n'est pas la version définitive. Nous sommes presque à la fin. Donc, je vous donne quand même un peu une idée qu'est-ce que c'est, même si ce n'est pas terminé. Et je vais faire la même chose que j'ai fait les dernières 2 fois. Je vous montre les pièces et maintenant je montre comment ils ont été faits. Donc, je suis arrivé avec une pièce en cire de fonderie, le cire rouge de fonderie, que j'avais coupé en 2 à la taille. J'avais mis dans ma valise. Et le premier jour, j'ai arrivé pour montrer à Cécile Gauthier, le technicien en chef, la pièce maîtresse qu'on était pour mouler. On avait recoulé le bonhomme ensemble. On avait aussi coupé ses oreilles et son sexe parce que il y avait juste trop de contre-dépouilles avec les oreilles et les sexes, et on a fait les oreilles et le sexe séparément. Donc là, il est prêt pour le premier moulage. Là, vous avez moi, très fatigué, décalage horaire, Cécile qui est heureuse parce qu'elle avait réussi les premières 3 sous-pièces, et Pauline Mal qui surveille qu'on reste sur la ligne droite. Donc c'est le début. En fait, j'aime beaucoup cette image de la pièce. Le moule n'est pas encore terminé, mais il y a un nombre considérable de sous-pièces et chapes pour faire la pièce. D'abord, comme je dis, il y a 4 éléments. Le corps, le moule pour tout le corps, le moule pour chaque oreille, et le moule pour le sexe, mais en plus, il faut faire des moules pour des supports de cuisson. Mais j'aimais beaucoup celui-là parce que ça fait un peu quelqu'un qui fait du camping d'hiver au Canada dans un sac de couchage. J'aime beaucoup le corps disparu. Ça, c'est Frédéric Tardieu, l'autre technicien au Craft. Donc, vous voyez, quand même, le moule est d'une taille considérable. Il est sur un cheval d'élévation qui le permet de basculer la pièce pour vider. Tout est attaché. Il est rempli. Il est nourri, comme toujours quand on travaille avec la barbotine. Et ensuite, il était démoulé, mais il ne pouvait pas rester plus que, je ne sais pas, 15 ou 20 minutes sur le moule parce que, en fait, le retrait commence tout de suite avec le séchage. Et si on avait laissé ça sur le moule, il aurait été décapité. Donc, Cécile avait imaginé, en fait, des espèces de lits de support de cuisson. Mais moi, je trouve très beau lui, sur les lits du support de cuisson. J'ai vraiment envie de maintenant faire une pièce avec le corps dans ces lits. Je trouve que c'est vraiment merveilleux. Il a l'air de nager. Au début, on avait expérimenté plus qu'une sorte de porcelaine. La décision a été prise assez rapidement. Il est quand même parfois, je recevais des images, parce que je n'étais pas là tout le temps, j'étais ici pendant les premiers 6 mois de 2017, puis ensuite j'étais de retour au Canada, donc parfois je recevais des images. Ça vous donne un peu une idée. Je n'ai pas su qu'avec le retrait,
que chaque génération va arriver à l'épaule de la génération précédente, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et je veux juste terminer avec une dernière image, parce que j'aime beaucoup l'image. C'est les oreilles, cette génération des oreilles. Et j'ai demandé à Cécile, j'aimerais en fait photographier les oreilles dans une main et les sexes dans une autre. Je n'ai pas encore fait, mais je trouve que c'est vraiment deux très belles photos. Sur ça, j'ai fait un tour assez rapide de ce que je fais. Est-ce que vous avez des questions? J'ai tout dit. Bon, écoutez, mais merci beaucoup.